Oui, elle est visible. D'accord, très bien. Donc, nous allons commencer par un rappel sur le précédent cours. On a étudié les transformations géométriques de T. Dans un premier temps, la rotation avec un centre de rotation qui est l'origine du système de repère cartésien. Pour faire la rotation, on fait rotation sur les points importants, par exemple les sommets de polygons ou les extrémités de segments. Sauf si on a besoin de connaître des informations à l'intérieur d'un polygone, par exemple sur sa texture, qu'on est obligé de faire point par point. Donc la rotation d'un point P par rapport au centre et d'une valeur de θ nous donnera le point P'. On peut calculer les coordonnées de P' qui sont x', y' dans le plan en fonction de x, y. Par ces relations, donc x égale R sinus phi, y égale R sinus phi, x' égale x cosinus θ moins y sinus θ, et x' sera égal à y cosinus θ, x sinus θ. Donc on peut exprimer x', y' en fonction de x, y et θ qui est l'angle de la rotation. Le forme matricielle, c'est une transformation par une matrice carrée tour par tour. Donc, c'est la définition de matrice de rotation. Bon, on a vu que si on fait la rotation de façon directe, c'est une transformation R2 dans R2. Donc, on va commencer par un point de coordonnées x, y, qui est le point donc, de l'image de départ, pour arriver à un point de coordonnées x', y', et un point donc de l'image finale. Alors, images de départ x et y sont des entiers, mais x' et y' sont des réels. Donc, sur l'image finale, on va prendre le pixel le plus proche voisin. À cause de ça, on risque d'avoir un problème de trou dans l'image finale. Donc, ce qu'on a expliqué. Par exemple, ici, effectivement, on va parcourir donc tous les pixels de l'image de départ dans le sens de balayage. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'algorithme de remplissage polygone convexe pour ce triangle, et de haut vers le bas de gauche à droite. Pour chaque pixel de coordonnées en pierre x et y, on va trouver un point de coordonnées réelles x', y', qui sera approximé par le centre pixel le plus proche. Étant donné qu'il n'y a pas d'objectivité, il est possible que certains pixels de l'image finale soient oubliés à cause de ce problème d'arrondi. On peut voir des trous. Afin d'éviter ces trous, on fait d'habitude la transformation inverse. Donc, on fait la rotation inverse, R moins θ, qui est toujours une transformation R2 dans R2. Mais cette fois-ci, on va commencer par l'image finale. Donc, un pixel de coordonnées x', y', y' sont des entiers. Pour trouver un point de coordonnées x, y, donc réel, sur l'image de départ. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de trou, parce que qu'est-ce qu'on fait? Pour ce triangle de l'image de départ, pour ces trois sommets, on va calculer par rotation directe les trois sommets, donc le triangle sur l'image d'arrivée. Évidemment, ces trois sommets sont approximés par les pixels les plus proches. À partir de là, donc, on a un triangle pour l'image d'arrivée. On va balayer donc de haut vers le bas, de gauche à droite. Et pour chaque pixel appartenant à ce triangle de coordonnées réelles, on va trouver un point de coordonnées, ici, non, pardon, pour chaque point de coordonnées entières pour l'image de départ, on va trouver un point de coordonnées réelles sur l'image
qu'on a ici. On va approximer par le pixel le plus proche. On va l'affecter donc la couleur à ce pixel. Bon, on a toujours le même problème dans le sens inverse, sauf qu'ici, tous les pixels de l'image finale seront traversés. Mais à cause du problème d'arrondi, il n'y a pas d'objectivité. Il est possible que 2 pixels sur l'image finale correspondent à 1 pixel sur l'image de départ. Et bon, dans ce cas-là, on n'a pas de trou dans l'image finale. On a toujours l'approximation. Alors donc, les transformations, que ce soit rotation, on verra l'an prochain dans le cas de plaquage de texture, la mise en perspective, on le fait d'habitude par une transformation inverse afin d'éviter donc les problèmes de trou. Donc ici, il faut renverser la matrice R de θ. Alors, la matrice est une matrice carrée, donc on peut effectivement inverser la matrice parce que c'est une matrice carrée. Donc, R moins θ existe toujours. Et quand vous utilisez des logiciels, effectivement, il n'y a pas de trou dans l'image finale parce qu'on fait transformation inverse pour le point intérieur, donc des polygones. Bon, après on a vu le changement d'échelle ou homothétie. On définit 2 facteurs d'échelle dans le sens x et y, sx et sy, s comme scale en anglais. Et on peut voir cette image, donc, sera agrandie. Par exemple, ce point de coordonnées 2 et 1. Après avoir appliqué les facteurs, donc, d'échelle, il deviendra le point de coordonnées 4 et 2. Et ce point, donc, de coordonnées 3 et 1 deviendra le point de coordonnées 9 et 1. Donc, on peut voir qu'on peut changer la taille de l'image, donc être précis, ou agrandir la taille de l'image en fonction des facteurs d'échelle. Bon, sous forme matricielle, on peut l'écrire avec une matrice carrée dos par dos, matrice diagonale, mais à la relation précédente. Donc, c'est la matrice de changement d'échelle. Et finalement, pour la translation, il faut définir la translation dans chaque direction, donc dx, dy. Bon, et l'image sera transférée avec la translation à un autre endroit sur le plan de l'écran. Bon, cette fois-ci, d'abord, on n'a pas une matrice carrée dos par dos, en plus, on n'a pas un produit de matrice, on a une somme de matrices. Donc, ça, c'est la matrice de translation en coordonnées cartésiennes. Donc, dans le cas général, on voit que les 2 premiers sont du même type, mais pas la troisième transformation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir 2 types de transformations différentes qu'on ne pourra pas combiner facilement et le faire en temps réel? Il faut utiliser les coordonnées homogènes. Donc, on a défini les coordonnées homogènes en 2D. Pour un point, au lieu d'avoir 2 coordonnées, on a 3, donc x, y et w. Au lieu de x, y de coordonnées cartésiennes, bon, sachant que x, y ici sont différents. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Bon, on a vu qu'il n'y a pas une représentation unique pour un point en coordonnées homogènes. Ici, une représentation d'un multiple d'un autre, donc les 2 représentent le même point. On a vu des exemples, 1, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 12. À chaque fois, une représentation, un multiple de notre représentation, et ça signifie le même point. Bon, il ne faut pas avoir les 3 coordonnées égales 0, il faut avoir au moins une coordonnée différente de 0. Si on divise par W, dans le code W différent de 0, donc on va trouver x sur W, y sur W1, et quand la troisième coordonnée est égale à 1, les 2 premières sont des coordonnées cartésiennes. Donc la façon plus simple de passer de coordonnées cartésiennes des coordonnées homogènes et garder la troisième valeur égale 1 et les 2 premières valeurs sont les coordonnées cartésiennes.
Si W égale 0, donc en divisant par W, le point sera à l'infini. On s'est encore répondu, notamment pour l'observatoire ou la source de lumière. Alors, on a réécrit donc en coordonnant homogènes les transformations géométriques. Pour la rotation, donc, on trouve la même chose qu'avant, sauf qu'on a ajouté en ligne et en colonne avec 0, 0, 1. Alors, si on fait le produit matriciel, on va trouver les mêmes valeurs pour x', y' que dans le cas de coordonnées cartésiennes. Bon, donc c'est la nouvelle matrice de rotation de D en coordonnées homogènes. Après, on a vu changement d'échelle, pareil aussi. On ajoute à la matrice précédente les coordonnées cartésiennes, en ligne, en colonne de 0, 0, 1. Vous trouvez toujours une matrice diagonale, carré 3 par 3. C'est la matrice, donc ici, de changement d'échelle. Si on fait le produit matriciel pour x', y', on va retrouver exactement les mêmes valeurs qu'en coordonnées cartésiennes. Et finalement, la translation qui pose un problème, cette fois-ci, c'est un produit de matrice, c'est pas un instant, plus la matrice comme les deux précédentes, donc est une matrice carrée 3 par 3. Donc il y a un 0 dx, 0, 1 dx, et y, 0, 0, 1. Multiplié par x, y, donc on va trouver exactement la même valeur pour x', y' qu'auparavant, sauf qu'effectivement, ici on a un produit avec une matrice 3 par 3. Donc, cette matrice carrée 3 par 3, 1, 0 dx, 0, 1 dx, 0, 0, 1, et la matrice de translation. Après, on a vu un exemple, donc l'application de ces relations en coordonnées homogènes. Donc, on va faire en coordonnées homogènes, mais bon, comme c'est l'exemple, on va faire en coordonnées cartésiennes, mais bon, pour le calcul, on fait en coordonnées homogènes. Alors, exemple et composition de différentes transformations de D. Si on veut faire une rotation, donc, de ce polygone par rapport à ce point P1. Bon, on sait faire la rotation par rapport à l'origine, la relation qu'on vient de voir, mais pas par rapport à un point quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va transférer le point P1 vers l'origine et proportionnellement, avec la même translation, les sommets de ce polygone. Après, on va appliquer donc la rotation R de θ qui sera appliquée, vous voyez, sur le résultat de la transformation précédente. Donc, ça serait Rθ, T de moins x1 moins y1. Bon, on tourne par rapport au centre, donc on connaît la relation. Et maintenant, il faut ramener le point P1 à sa position initiale, ici, et proportionnellement aussi, les sommets de polygone après rotation. Donc, on fait la transformation, c'est la translation T de x1, y1. Donc, dans l'ordre, on a fait 3 transformations, T de x1, y1, sur Rθ, donc T moins x1 moins y1. Alors, il ne faut pas changer l'ordre parce que dans un produit matriciel, vous ne pouvez pas changer les termes. Le résultat sera différent. Alors, si on fait ça, donc on va avoir les 3 matrices, la rotation, la translation, la rotation, et la translation dans le sens inverse. Le résultat est une matrice 3 par 3. Donc, on peut faire toute transformation de D ou toute combinaison de transformation de D par une matrice 3 par 3 en coordonnées homogènes. C'est pour ça qu'on utilise les coordonnées homogènes. On peut faire ces transformations en temps réel, car jusqu'à matrice de dimension 4 par 4, avec le système graphique qu'on dispose, on peut faire ces produits de matrice en temps réel. Après, nous avons vu les coordonnées homogènes et transformation 3D. C'est une simple généralisation de code de D. Donc, on a vu que toute transformation 3D peut être effectuée en utilisant une matrice 4 par 4, donc en temps réel, par le système graphique.
Bon, on a généralisé les systèmes coordonnées homogènes en quoi 3D. En coordonnées cartésiennes, on a x, y, z, 3 coordonnées. En coordonnées homogènes, on a x, y, z et w. Évidemment, les valeurs de x, y et z ne sont pas les mêmes qu'en coordonnées cartésiennes. Si w est différent de 0 et 100, on divise les 4 coordonnées par w. On trouve x sur w, y sur w, z sur w1. Dans ce cas-là, quand la quatrième coordonnée est égale à 1, les 3 premières sont les coordonnées cartésiennes. Donc, dans le cas de D, la façon la plus simple de passer de coordonnées cartésiennes aux coordonnées homogènes est garder les 3 premières coordonnées comme en coordonnées cartésiennes, et la quatrième doit être égale à 1. Si W égale 0, on divise par W, on trouvera un point qui est à l'infini, et c'est encore répondu, comme je vous ai dit. Ça peut être donc l'observateur, ça peut être la caméra, ça peut être donc la source de lumineuse à l'infini. Bon, même remarque en 2D, on ne peut pas avoir toutes les coordonnées égales 0, il faut avoir au moins une coordonnée différente de 0. Alors, on va réécrire les transformations de 2D, cette fois-ci en 3D, généralisées en 3D, en coordonnées homogènes. Donc, pour la translation, cette fois-ci 3D, t de dx, dy, dz, on a 1, 0, 0 dx, 0, 1, 0 dy, 0, 0, 1 dz, 0, 0, 1. Pour changement d'échelle, donc S, Sx, Sy, Sz, on a une matrice 4 par 4, une matrice diagonale, Sx 0, 0, 0, 0, Sy 0, 0, 0, 0, S7, 0, 0, 0, 1. Donc on a encore, voilà, ajouté une colonne avec 0, 0. Dans le cas des rotations, on a 3 rotations, il faut voir par rapport à quel axe. Parce que bon, en 2D, dans un plan, on a un angle, qui est en radian, donc l'unité radian. Dans l'espace, on a l'angle solide, qui est composition de 3 angles, et on appelle radian aussi, l'unité radian. Donc il faut faire des rotations par rapport à un plan. Donc on fait 3 rotations. Alors, plus simple à avoir une rotation autour de l'axe Z, parce qu'on le fait dans un plan Z constante, qui ressemble effectivement à plan XY, qui est plan Z égale 0. Ici, au lieu de Z égale 0, on peut avoir Z égale une constante. Et qu'est-ce qu'on trouvera? Donc, effectivement, quelque chose de similaire à ce qu'on avait pour plan XY. Cosinus θ moins sinus θ 0, 0, sinus θ cosinus θ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, à nouveau, on a ajouté une ligne, une colonne avec 0, 0, 1 au cas de DD pour trouver cette matrice, donc rotation par rapport à l'axe Z. On a 2 autres rotations par rapport à l'axe X, ici, c'est-à-dire c'est un plan Z constant parallèle au plan YZ. La matrice de rotation est 1, 0, 0, 0. 0 cosinus θ moins sinus θ 0. 0 sinus θ cosinus θ 0, 0, 0, 1. Et toujours une matrice carré 4 par 4. Et toujours on trouve le terme sinus θ cosinus θ et moins sinus θ. Et finalement, on peut le faire par rapport à l'axe Y. Donc, c'est dans un plan Y constant, donc parallèle à XZ. Et cette fois-ci, R plus Y de θ et cosinus θ 0, sinus θ 0, 0, 1, 0, 0, 1 sinus θ 0, cosinus θ 0, 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? À nouveau, on trouve sinus θ, 1 sinus θ et cosinus θ. Donc, la rotation n'est pas une seule rotation en 3D, sauf dans le cas particulier, ça se réduit à une seule rotation dans un plan. C'est l'ensemble de 3 rotations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut faire le produit, qui va donner toujours une matrice 4 par 4. Et on peut faire, avec la carte graphique, donc les rotations en temps réel. Bon,
Après, on a parlé de projection perspective. Donc ici, nous avons la caméra ou l'observateur, nous avons le plan de l'écran et nous avons les objets de la scène dimensionnels. On peut voir qu'effectivement, le plan de l'écran est un plan XY, donc c'est le plan XY, et par conséquent, c'est parallèle et c'est perpendiculaire à l'axe Z. Donc d'habitude, c'est comme ça. Donc, axe Z est perpendiculaire au plan de l'écran. Alors, c'est un cas réel, car le plan de l'écran subdivise l'espace en deux sous-espaces. D'un côté, nous avons la caméra ou l'observateur. De l'autre côté, nous avons les objets de la scène. Et la projection des objets sur le plan de l'écran, qui aura des objets TT, est toujours contractive, donc, et il y a une contraction, donc, des objets de la scène dans le cas réel. Au contraire, si les objets, dans un cas qui n'est pas réel, sont entre l'observateur ou caméra et l'écran, dans ce cas-là, il y aura la dilatation de l'objet au lieu de la compression. Alors, pour la projection perspective, on fait comme les autres donc, transformations. On le fait sur le point important, les extrémités des segments ou le sommet de polygone. Par exemple, ici, AP est un segment, ça peut être un bord de polygone, projeté sur le plan de l'écran par rapport à un centre de projection, qui est la position de l'observateur ou de la caméra, et qui a une distance finie. Alors, on va relier A et B au centre de projection. On va calculer les points d'intersection avec le plan de l'écran, A'B'. Et A'B' est la projection perspective de AB par rapport à ce centre de projection sur le plan de l'écran. Donc, comme on peut voir, c'est contractif. Donc, il y a la compression donc, de AB. Alors, dans un deuxième cas, le centre de projection est à l'infini, tout ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir l'observateur ou caméra à l'infini. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura une projection parallèle. On dit projection, donc, cavalier. On va donc tracer, donc, ces deux lignes vers le centre de projection, dans la direction du centre de projection qui est à l'infini. On va trouver les points d'intersection A'B' par rapport, effectivement, au plan de polygone dans le cas de projection parallèle. On utilise les deux, bon, projection habituelle et centre de projection distance finie, mais dans certains cas aussi, on peut le faire. Et donc, la projection souvent, donc c'est projection par rapport à un centre en distance finie. Alors, c'est ce qu'on avait vu hier. Y a-t-il de questions? Bon. Donc, je vais continuer. On va voir donc la projection perspective dans le cas où l'axe Z est perpendiculaire au plan de l'écran, comme on avait vu ici. C'est très souvent le cas. Ici, comme je disais hier, ici, c'est le repère du monde. Et le repère du monde, effectivement, X, Y, Z en majuscule. Et le plan de l'écran est parallèle à, effectivement, plan XY. C'est très souvent même le plan XY. Bon. Donc, dans ce cas-là, on va voir la projection perspective. Donc, ça, c'est centre de projection. Ça, c'est l'écran en distance D. Et ici, c'est le repère du monde, donc coordonnées X, Y, Z. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter un point dans l'espace 3D, de coordonnées X, Y, Z. Par exemple, une extrémité de segment ou un sommet de polygone sur le plan de l'écran. Pour ça, il faut relier le point P au centre de projection, position de l'observateur ou donc de la caméra. Trouver l'intersection de cette ligne avec le plan de l'écran et le point D' de coordonnées X', Y', Z'. Alors, Z' est égal à D,
car effectivement ici, le plan de l'écran est perpendiculaire à l'axe Z, donc parallèle à XY. Donc c'est un plan Z constant. La valeur de Z est constante dans ce plan. Donc Z' égale D. Alors qu'est-ce qu'il reste à trouver? Il faut trouver X', Y' en fonction des valeurs connues qui sont X, Y et Z, le point d'origine, et D, qui est la distance donc, de l'écran par rapport au centre de projection. Alors, comment on peut le faire? Donc, on va considérer le plan XY. Le plan XY. Alors, dans le plan XY, quelle est la situation? Ça, c'est le point initial, P, X, Y, Z. Ça, c'est le point après projection P' de coordonnées X', Y', Z'. Dans ce plan, donc, XZ, ici. Alors, il faut trouver X' et Y' en fonction des valeurs connues qui sont X, Y, Z et D. Alors, comment on va le faire, à votre avis? Bon, si quelqu'un a une idée, active son microphone, sans regarder effectivement le fichier pour voir la réponse. Je suis pas sûr, ça remonte un peu à loin. Mais là, on est dans un cas du théorème de Thalès. Oui, vous avez raison. Alors, ça remonte un peu loin, oui. Thalès, ça fait quelques milliers d'années. Ça fait à peu près 2000 ans, donc ça va loin. Mais par contre, théorème de Thalès, voilà, c'est toujours d'actualité. Alors, si c'est dans le sens que vous avez vu théorème de Thalès, donc au collège, oui, ça va aussi un peu loin, mais bon, vous êtes censé le connaître. Effectivement, ce que vous avez vu dans vos études antérieures, notamment tout ce qui est là-bas. Donc, vous avez raison. C'est théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, continuer avec théorème de Thalès. Bah, avec le théorème de Thalès, on pourrait dire que pour trouver le x, pour trouver le x', on peut dire que x sur c'est quoi déjà? Je crois que c'est x sur z donne x' sur d, du coup. Mais vu que d c'est égal à z'. Je crois que c'est un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Oui, donc ça, c'est bon. Donc, effectivement, c'est théorème de Thalès, car ces deux triangles sont similaires. Le grand triangle qui est là, d'accord? Et le petit triangle qui est là, c'est théorème de Thalès, effectivement. On peut dire x' sur d égale x sur z. Bon, vous voyez? x' sur d qui est z', est la même chose que x sur z. Voilà. Et si on fait ça dans le plan cette fois-ci, dans le plan YZ, dans ce cas-là, on peut écrire de façon similaire y' sur d égale y sur z. Donc, on peut utiliser tout simplement le théorème de Thalès pour deux triangles similaires, qui sont des triangles rectangles en plus. Bon. Y a-t-il des questions sur ces relations? Bon, donc x' sera de cette première relation égale dx sur z, qu'on peut écrire sous forme de x sur z sur d. Et y' de deuxième relation sera égal à dy z. Et on peut l'écrire sous forme de y sur z sur d. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? D est un facteur d'échelle, effectivement. Plus D est petit, plus ce terme sera grand, et plus donc coordonnées y' ou coordonnées x' seront plus petits, et plus il y aura de contraction ou compression bon, pour texture, donc c'est un facteur d'échelle.
Par contre, on peut voir que la projection perspective, étant donné que D est une constante, est proportionnelle à la valeur de Z. C'est une division par Z. Comment on peut voir D est une valeur constante qui est donc la position de l'éléphant par rapport à l'origine. Bon, donc, projection perspective revient à une division par Z avec un facteur d'échelle qui est D. Et on peut démontrer qu'effectivement, projection perspective peut être obtenue à l'aide de deux transformations de base. Est-ce que quelqu'un a une idée quelles sont ces deux transformations de base qui vont nous conduire à obtenir transformation perspective? On peut démontrer qu'on peut l'obtenir à l'aide d'une rotation et d'homothétie, un changement d'échelle. Bon, peu importe. En tout cas, voilà. Donc, c'est ce qu'on a pour x'. Et y'. X' égale x sur z sur d, y' égale y sur z sur d. Bon, on peut écrire en coordonnées homogènes. Bon, je vais vous montrer sur la diapositive suivante. La matrice, donc, de projection perspective, par une matrice carré 4 par 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 sur D, 0. Donc, par une matrice, donc, diagonale, 4 par 4. Alors, donc, on peut écrire x, y, z, qui sont les coordonnées d'un point homogène général, égale matrice de perspective qu'on vient de voir, multipliée par P. C'est-à-dire la matrice ici, perspective 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sur D, 0, multiplié par x, y et z. Et ici, effectivement, si on divise par W, il n'y a pas autre chose que Z sur D. Donc, on va avoir X sur W, Y sur W, Z sur W, ce qui est égal à X sur Z sur D, Y sur Z sur DD. On sait effectivement que dans ce cas-là, parce qu'on a divisé par W, donc quatrième coordonnée égale à 1, les trois premiers sont des coordonnées cartésiennes. Donc, ce qui nous donnera effectivement x', y', D pour le point projeté, qui était le point x, y, z de départ. Comme on peut voir ici, ce sont des coordonnées cartésiennes, car quatrième égale à 1. Bon, donc, on a multiplié tout simplement matrice perspective par le point x, y, z. Et le résultat, effectivement, est ce qu'on a ici. Donc, x, y, z et z sur d. Ici, voilà. C'est une matrice 4 par 4 multipliée par une matrice 4 par 1. Le résultat est une matrice 4 par 1, ou un vecteur, voilà. X, Y, Z et Z sur P. Bon, y a-t-il des questions? Donc, ça montre bien que c'est la matrice de transformation perspective, car
les valeurs qu'on trouve après, c'est exactement ce qu'on avait dit ici pour X', Y', et Z' qui était dès le départ égal à T. Ici aussi, on a la même chose. Donc, X' égale X sur Z sur B, Y' égale Y sur Z sur B, et Z' égale. Bon, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ce calcul. Alors, la conclusion est que la matrice transformation perspective, comme les autres transformations géométriques, est une matrice 4 par 4. Donc, on pourra effectivement faire le calcul en temps réel à l'aide de ce système. Bon, maintenant, on va passer au fenêtrage. Alors, on avait parlé lors de l'introduction. Est-ce que quelqu'un pourra dire la raison d'être au fenêtrage, pourquoi on fait le fenêtrage? On en avait parlé lors de l'introduction. Il y a eu différentes étapes de la synthèse de l'image. Une étape était explicitement effectivement donc le fenêtrage. Bon, on va voir je ne sais pas où on est arrivé dans la liste. On va commencer donc au review de la liste. Je pense qu'on s'est arrêté là. Alors, Keller Morin, est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on fait Se concentrer sur une partie de la scène? Pardon? Se concentrer sur une partie de la scène? Pourquoi il faut se concentrer sur une partie de la scène, c'est en fonction de quoi? De ce que le spectateur voit? Alors, comment on voit une scène? Comment un spectateur voit une scène? En fonction de la caméra? Alors, caméra est la position de l'observateur, oui, en fonction donc, de la position de l'observateur par rapport à quoi? Par rapport aux objets? Par rapport à quoi? Je n'ai pas entendu. Par rapport aux objets? Par rapport aux objets, oui. Encore par rapport à quoi? Je ne sais plus. Alors, c'est très simple. Donc, on avait parlé lors de l'introduction. Vous êtes actuellement dans une pièce. Donc, je suppose que cette pièce a au moins une fenêtre. Vous êtes assis quelque part, donc vous avez une certaine position par rapport à cette fenêtre, dans cette pièce. Bon. Et de l'autre côté de fenêtre, vous avez la scène tridimensionnelle, donc un ensemble de bâtiments, d'arbres, végétation, voitures, je ne sais pas, des piétons ou autres. Mais vous ne voyez pas l'ensemble de la scène. Vous voyez juste une partie du monde extérieur en fonction de la taille de votre fenêtre, de votre position par rapport à cette fenêtre et de la position des objets du monde extérieur par rapport à cette fenêtre. Bon, là, vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors c'est exactement comme ça. Donc, nous aussi, on a en synthèse d'image une fenêtre qui est l'écran. Bon. Et on peut voir juste une partie de scène. Donc, si on revient un peu ici à l'arrière, voilà, imaginons que ça, c'est l'écran. Voilà, pas le plan d'écran, mais l'écran. Ça, c'est la position de l'observateur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui est dans la pyramide de vision, c'est-à-dire, si vous reliez ce point positionnement donc, de l'observateur aux quatre coins de l'écran, ça va former une pyramide de vision dont le sommet est l'observateur et la base est l'écran. On voit tout ce qui est dans cette pyramide de vision.
et pas ce qui est dehors de cette pyramide de vision. Vous êtes d'accord? Vous Oui. voyez ça? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Bon, donc, alors, on a pris exemple, on le montre en 2D. Ici, nous avons une scène. On est en train de regarder cette scène à travers d'une fenêtre. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la fenêtre? Juste une partie de la scène et pas la totalité. Donc, c'est ça le but du fenêtrage. Bon, ici, on va faire fenêtrage, ou en anglais clipping, par rapport à une fenêtre rectangulaire, car effectivement, l'écran est rectangulaire. Bon, merci. Donc, on va continuer. Alors, ici, on le voit en 2D. Bon, l'exemple que j'avais donné, c'est en 3D. Après, on peut étendre qu'en 3D. Donc, ici, on est en train de voir un fenêtrage rectangulaire en 2D. Bon, donc, on va afficher une partie de la scène qui est dans la pyramide de vision. Et on va travailler effectivement sur les objets. Ce n'est pas la peine de travailler sur les objets qui ne seront pas visibles à l'intérieur de cette fenêtre. Et justement, votre mémoire de train, une partie de la mémoire d'image va contenir donc la partie visible de l'image et pas l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre mémoire d'image et mémoire de train. On verra ça en deuxième année quand on va parler un peu donc d'outils d'affichage. On n'a pas de temps donc parler. Alors, fenêtre rectangulaire, des segments. Là, on connaît comment on peut faire fenêtrage ou clipping pour des segments. Après, pour les polygones, ça ne pose pas de problème, car un bord de polygone est similaire à un segment. Les deux sont définis, peuvent être définis par l'algorithme Brezen. Donc ici, on a en rouge la fenêtre, qui peut être l'écran ou une partie de l'écran, en tout cas rectangulaire. Si c'est carré, c'est un cas particulier de rectangle. Bon. Et ici, donc, un ensemble de segments qui constitue un polygone concave. Le résultat de fenêtrage est trouvé effectivement la partie des segments, de chaque segment qui est à l'intérieur donc, de la fenêtre. Ça, c'est le résultat, c'est-à-dire voilà, ça a été décomposé en plusieurs segments ou sous-segments. Bon, donc ici, nous avons notre fenêtre, qui peut être fenêtre d'écran par exemple, notre fenêtre rectangulaire, et un ensemble de segments. Et on va voir comment on peut déterminer la visibilité dans ces segments par rapport à ces fenêtres. Quelles sont les fenêtres qui sont entièrement ou partiellement à l'intérieur de l'écran et quelles sont les fenêtres et quels sont les segments qui sont entièrement en dehors de l'écran. Bon. Donc, il faut avoir une méthode simple qui permet d'abord de définir les cas entièrement visibles ou entièrement invisibles. Et après, aussi de déterminer le cas de segment en visible. Alors, en regardant ce schéma, pourquoi on appelle entièrement visible, entièrement invisible ou ambigu? D'après quels critères? En regardant juste ce schéma, est-ce que vous pouvez me dire quel est le critère utilisé pour dire que ça c'est entièrement visible, ça c'est entièrement invisible ou ça c'est entièrement invisible? Par contre, ça c'est ambigu ou ça c'est ambigu. Donc, on s'est basé sur quoi? Surtout pour la figure. Parce que le point, les points qui sont qui constituent le segment sont dans des, enfin, je veux dire, ils sont dans une zone où s'ils sont déplacés, ils peuvent parfois être visibles, parfois être invisibles. Alors, on parlait de quel segment? Parce qu'on parle pas des A, par exemple.
Alors, bon, effectivement, ici, les segments sont dans cette position, on ne parle pas de leur déplacement. Alors, pourquoi, par exemple, ce segment est ambigu? Pourquoi ce segment est entièrement visible? Pourquoi ce segment est entièrement invisible? C'était ça la question. Ceux qui sont entièrement visibles, c'est que, par exemple, ils ont toutes les deux points qui constituent le segment ont leur coordonnée X qui est à l'extérieur de l'écran, de toute manière. Alors, oui, donc les deux points qui constituent le segment sont les extrémités du segment. Effectivement, oui, ici, vous avez raison. On dit que ce segment est entièrement invisible, car si on regarde, c'est coordonné en X. Bon, par rapport, effectivement, côté droit de l'écran, XT, côté qui est à droite de l'écran, les coordonnées en X sont supérieures à XT. Donc, XT est en bord de l'écran. La ligne verticale XT, X constante, est en bord de l'écran. Donc, si les deux sont supérieurs à XT, effectivement, donc, XT partage le plan en deux. D'un côté, il y a le segment, et de l'autre côté, il y a la fenêtre. Donc, il n'y a pas intersection possible, visibilité possible entre ce segment et la fenêtre. Bon, donc ça, c'est juste. Alors, pourquoi on dit que ça, c'est entièrement visible? Parce que les deux points sont à l'intérieur du rectangle. Oui, ça encore, c'est plus simple. Les deux extrémités de ce segment en vert sont situées à l'intérieur de la fenêtre, c'est-à-dire les X sont dans l'intervalle de X chez XT et les Y sont dans l'intervalle de YP, YH. Donc, si on a un tel cas, le segment entièrement visible, si on a un cas où les X sont supérieurs à XT ou inférieurs à XG, comme ici, où les Y sont supérieurs à YH ou inférieurs à YB, ces segments sont entièrement invisibles. Donc, avec une simple comparaison des coordonnées par rapport au bord de l'écran, on peut facilement identifier le segment entièrement invisible et le segment entièrement visible. Après, il reste les segments ambigus. Alors, les segments ambigus, pourquoi on les appelle ambigus? Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que leurs coordonnées, les deux points qui constituent le segment, Ça s'appelle les extrémités de segment, oui. les extrémités de segment, ont une coordonnée X, une des deux coordonnées X qui se situe dans la fenêtre. Oui, ça c'est ce cas-là. Bon, je vous parlais de ce cas-là qui est pour l'instant ambigu. Un segment partiellement visible. Mais pourquoi en général, pour les autres aussi, on dit ça ambigu? Parce que l'intervalle en X qui représente la fenêtre, enfin je veux dire, le point... J'arrive pas à m'exprimer, je suis désolé. Bon, mais c'est bien que vous avez au moins réfléchi. Écoutez, donc, je vais vous dire. Alors, bon, comme je dis ici, il s'agit de segments qui sont soit invisibles, soit partiellement visibles. C'est-à-dire des segments qui n'ont pas été déterminés avec le test précédent et sont dans des positions ambiguës. Pourquoi? Par exemple, regardez ce segment. Alors, effectivement, Y est supérieur à YH d'un côté, et de l'autre côté, c'est inférieur à YH. Ici, X est situé dans l'intervalle X chez XT, ici, X est supérieur à XT, donc ça reste ambigu. Ici, donc si vous regardez, X et Y sont à l'intérieur de fenêtre, et l'autre ne l'est pas. Donc, ce n'est pas un segment ni entièrement visible, ni entièrement invisible. Bon, c'est partiellement visible ici. Ici, c'est ambigu, invisible. Ici, c'est ambigu, partiellement visible. Et là, c'est plutôt simple. Parce qu'effectivement, une coordonnée dedans, une extrémité dedans, une extrémité dehors. Par contre, c'est ambigu, invisible. Avec les deux extrémités dehors. Donc, on a ces trois situations différentes. Et on va utiliser
des méthodes avec des tests tout simples, plus compliqués, pour déterminer. Alors d'abord, on va utiliser des tests très simples pour déterminer le segment entièrement visible ou entièrement invisible. Et après des tests un peu plus complexes pour des segments ambigus. Et effectivement, si c'est partiellement visible, il faut calculer l'intersection du segment avec les côtés de fenêtre pour voir la partie visible, afin effectivement d'afficher la partie visible comme on avait fait ici. Bon. Alors, comme vous pouvez voir, donc, ici, la région de l'écran, enfin, le plan de l'écran est partagé en 9 régions. La partie centrale, qui est la fenêtre ou l'écran, ça peut être une fenêtre quelconque dans le cas général, qui est la fenêtre. Et après, effectivement, les parties qui sont partie basse, partie haute, partie à gauche et partie à droite. Bon, et c'est pour ça que vous voyez effectivement les lignes XGXD, YB, YH. Donc, on va avoir ces 8 régions. Alors, on va commencer par test élémentaire pour trouver rapidement tous les segments entièrement visibles et tous les segments qui sont donc, clairement invisibles, donc sans aucune ambiguïté. Alors, on considère le cas d'un segment tracé entre pixels x1, y1, x2, y2, sont des coordonnées entières. Segment entièrement visible, si à la fois x1, y1 et x2, y2 appartient à la fenêtre. Donc, les deux extrémités sont à l'intérieur de la fenêtre. Bon, c'est ce qu'on avait déjà dit. Segment est invisible, donc c'est ce qu'on avait vu avec votre collègue. Si on est dans ces 4 cas, x2 supérieur à xt, x2 inférieur à xg, y2 supérieur à yh, et y2 inférieur à yp. Alors, si on a un de ces cas-là, effectivement, le segment est à droite. Par exemple, si x1 et x2 sont supérieurs à xt, x1 et x2 supérieur à xt, c'est le cas de ce segment. Si on a x1 et x2 inférieur à xg, cette voie est gauche, comme ici, donc c'est invisible. Si on a y1 et y2 supérieur à yh, segment invisible, c'est le cas ici. Et finalement, si y1 et y2 sont inférieurs à yp, donc, c'est le cas de ce segment. C'est invisible. Et les segments ambigus sont les autres cas, comme on a constaté ici, on l'avait dit ambigu. Bon, donc il suffit de tester effectivement les extrémités par rapport au bord de la fenêtre. Alors, on va utiliser une méthode rapide. Parce que comparer effectivement ici, comparaison, vous savez, il s'agit de soustraction, on regarde le résultat, enfin, on regarde le signe de résultat qui nous intéresse. Bon, vous pouvez dire que soustraction, c'est la même chose qu'addition, effectivement, en complément à d'autres, c'est très rapide. Mais on a des opérations plus rapides, opérations booléennes qui sont beaucoup plus rapides. Donc, on va essayer de faire comme ça. On va utiliser donc une méthode de codage des points d'extrémité sur 4 bits. Alors, pourquoi 4 bits? Est-ce que quelqu'un pourra dire pourquoi 4 bits? C'est évident ici. Parce qu'on a les parties gauche, droite, basse et haute de l'écran. Donc, et chaque bit est associé à un côté de l'écran. Donc, 4 côtés pour l'écran et 4 bits associés avec les 4 côtés. B0 associé avec la partie gauche, B1 avec la partie droite, B2 avec la partie basse et B3 avec la partie haute de la fenêtre. Bon. Alors, comment on va coder? Donc, on va coder les points d'extrémité
avec la convention suivante sur ces 4 bits. B0 égale 1 si le point extrémité de segment est situé à gauche de l'écran. Sinon, c'est 0. Donc ici, vous pouvez voir, pour ces 3 régions, qui sont situées toutes les 3 parties gauche de l'écran. Alors si vous regardez les coordonnées en X, ça montre que c'est dans la partie gauche, et nous avons 1 partout. Vous voyez, B0 égale à 1. Par contre, ailleurs, B0 égale 0 pour les 6 autres régions. B1 égale 1 si le point d'extrémité est situé à droite. Donc ici, vous voyez, B1 est égal à 1 pour ces 3 régions. Les 3 sont situés à droite de la fenêtre. Par contre, pour les autres régions, B1 égale 0. En ce qui concerne B2, B2 égale 1 si le point d'extrémité est situé en bas. Si l'eau c'est 0. Donc vous voyez, pour ces 3 régions qui sont situées en bas, donc nous avons 1 pour la valeur de B2. Et partout ailleurs, nous avons 0 pour B2. Et finalement, B3 égale à 1 si le point extrémité est situé en haut, sinon B3 égale 0. Et c'est ce qu'on constate ici, B3 égale 1 pour ces 3 régions. Toutes les 3 sont situées en haut de la fenêtre. Et pour toutes les autres régions, donc, B3 égale 0. Y a-t-il des questions sur le codage des régions? Alors, donc, on va voir donc, le codage des extrémités de segments en fonction de la région dans laquelle ils sont situés. Par exemple, ici, pour le segment en vert qui est à l'intérieur, le code des 2 extrémités est 4,0. Donc, effectivement, facilement, on peut dire si le code d'extrémité est 4,0, donc le segment entièrement visible. Bon. Comment on peut dire pour les autres? Par exemple, ici, pour dire que c'est situé à droite, complètement à droite, ou situé complètement à gauche. On va utiliser donc, pour les autres, pour le premier, j'avais dit, si c'est entièrement à l'intérieur, les 2 extrémités, on codé par 4,0. Par contre, pour les autres, comment on peut le trouver facilement? On va faire un et logique, ou opérateur AND, entre les codes des 2 points d'extrémité. Alors, vous savez qu'on peut faire opérateur AND soit avec des variables de type booléen, soit sur des entiers. Donc, ici, c'est sur des entiers. Et quand on fait sur des entiers, on va le faire bit à bit. Donc, si on fait un et logique, à AND, entre les codes des points d'extrémité, et le résultat est 0, le segment est invisible. On va voir des exemples de segments invisibles pour voir est-ce que c'est le cas. Par exemple, ici, on fait et logique entre les points d'extrémité. 0 et 0, le résultat est 0. 1 et 1, le résultat est 1. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Le résultat est différent de 0. Le segment est invisible, effectivement, on voit que le segment est invisible. Ça vient du fait, effectivement, que les 2 points d'extrémité sont situés à droite. Et pour les 2, B1 égale 1. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le segment est invisible et on a donc le résultat qui est différent de 0. On peut voir donc avec une autre région, par exemple ici, donc, si on fait logique 0 et 1, c'est 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0, c'est 0, 1 et 1, c'est 1. Donc, et logique nous permet de détecter automatiquement et avec moindre coût, parce que c'est quasiment instantané, comparé à une soustraction qu'on devrait faire à l'aide d'un additionneur en complément à dos. Un additionneur est un circuit beaucoup plus complexe, composé de plusieurs circuits combinatoires. Donc, en cumulant le temps de réponse,
Ce n'est pas plus long qu'on va le faire juste à et logique. Bon. Y a-t-il de questions jusqu'à là pour ces exemples? Et après, on dit si est logique, opérateur AND, opération AND, entre les codes de deux extrémités égale 0, le segment peut être visible, et on a déjà étudié le cas de visibilité, on peut l'écarter, partiellement visible et entièrement invisible. On va voir ce cas-là. Alors, ce résultat 0, effectivement, segment peut être entièrement visible, comme on a ici. On peut faire donc 0 résultat, comme ici, vous voyez 0, 0, c'est 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ce segment, mais cette fois-ci, c'est entièrement invisible. On peut faire ça, trouver 0, 1 et 0, 0, après le 3, 0 et 3, 0, 0. Résultat 0, segment partiellement visible. Donc, on peut avoir un de ces trois cas. Alors, donc, comment on va faire? Comme d'habitude, on va faire algorithme de telle sorte que, avec le test triviaux, on peut déterminer les segments entièrement visibles ou entièrement invisibles et garder les tests les plus complexes pour les cas vraiment ambigus. Bon. Alors, donc, ça, c'était des propriétés. Maintenant, on va voir l'algorithme basé sur cette propriété. Bon. Alors, effectivement, dans certains cas, bon, il faut calculer, par exemple, segment partiellement visible, l'intersection entre segment et côté de fenêtre pour déterminer la visibilité de segment dans la fenêtre. Alors, on va voir l'algorithme. Donc, on commence avec les segments entièrement invisibles. Comme on vient de voir dans la propriété que je vous ai décrite en détail, si on fait un AND, un et logique, entre les codes des deux points d'extrémité et le résultat différent de 0, avec certitude, on peut dire que le segment est invisible. Bon. Donc, on va écarter dans un premier temps tout ce segment entièrement invisible qu'on peut voir sur la figure. Après, sinon, si les codes des deux points d'extrémité sont 4, 0, alors le segment est entièrement visible. Donc, on peut écarter aussi ce segment-là. Donc, on a écarté avec l'ordre des tests, donc, ces deux cas-là, entièrement visibles et entièrement invisibles. Et après, bon, pour le reste, on aura des segments ambigus. Bon, alors, on est dans le cas donc, sinon, si le code d'une extrémité de point est 4, 0, et l'autre, ce n'est pas le cas, donc ce segment est partiellement visible. Et sinon, le segment peut être partiellement visible ou invisible. C'est le cas où, effectivement, le test avec des opérations logiques ne pourra pas le déterminer. Par exemple, ici, c'est le cas où, effectivement, le segment est partiellement visible. Alors, si le segment était tracé aussi entre ces deux régions, il pouvait être entièrement invisible. Bon, regardez le curseur. Si on avait un segment comme ça, avec les deux extrémités dans la région, c'était entièrement invisible. Et bon, pour ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de segments qui sont dans ce cas-là, vraiment ambigu après l'algorithme. On n'a pas d'autre choix que faire, effectivement, le calcul d'intersection entre le segment et côté de fenêtre pour déterminer la visibilité. Y a-t-il de questions avant qu'on voit donc ce calcul d'intersection? Alors, n'hésitez pas s'il y a question, parce que, bon, comme je dis souvent,
Vous avez beaucoup de temps pour poser vos questions et voilà, moi, bon, j'ai 2 ou 3 fois l'occasion. J'espère que 2 fois, et vous n'avez pas de rattrapage à faire. À ce moment-là, ça serait mon tour de vous poser des questions. Alors, je vous donne des exemples. On a parlé effectivement de ces propriétés. Je l'ai montré à l'aide voilà, de ces exemples. Si je vous demande un examen, il faut le décrire. Ce ne sont pas dans des diapositives, je le dis oralement. Donc, effectivement, s'il y a une question là-dessus, il faut dire pourquoi. Si on a effectivement tel résultat, le segment est entièrement invisible. Donc, il faut argumenter, justifier vos réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, quand même, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, les intersections de segments et les bords de fenêtres. Bon, on connaît l'équation, donc, de segment, l'équation explicite du segment, qui est sur la ligne passant par les pixels x1, y1, x2, y2. Donc, l'équation de la ligne passant par ces 2 pixels, le centre de pixels, est obtenue avec y égale m x moins x1 plus y1, m étant égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Bon, alors, l'intersection de ces 3 avec les côtés de la fenêtre est plutôt simple. Parce qu'à gauche, on a donc valeur de x qui est constante, x égale xg. Il suffit de mettre xg dans cette relation pour trouver la valeur de y en fonction de m, xa et ya. Mais c'est pour m est différent donc de l'infini. C'est le cas particulier, effectivement, quand le segment est vertical. Dans ce cas-là, donc, sur l'intersection avec le côté gauche de l'écran qui est aussi vertical, bon, soit c'est superposé, soit c'est à l'infini. Après x égale xt, bon, y sera égal à y, m xt moins x1, y1, toujours pour m différent de l'infini. On peut trouver effectivement l'intersection avec côté droite de la fenêtre. Bon, une fois que vous trouvez, après il faut voir si c'est dans l'intervalle, par exemple ici, de YB, YH. Pareil ici aussi, dans l'intervalle de YB, YH, parce que si vous avez effectivement trouvé ici, mais ce n'est pas dans l'intervalle de YB, YH, donc il n'y a pas d'intersection avec ce côté donc, de fenêtre. Et de façon similaire, pour y égale YH, x sera égal à x1 plus YH moins y1 sur m, avec m différent de 0, pas un segment en horizontal, parce que dans ce cas-là, c'est soit superposé côté haut, soit point d'intersection est l'infini. Et bon, y égale YH, et avec côté bas de l'écran, x égale x1 plus YB moins y1 sur m, avec m différent de 0, et y égale YB. Bon, ça reste relativement simple, mais quand même, il y a des calculs à faire pour trouver le point d'intersection. Et c'est réservé uniquement à des cas qui ne sont pas très nombreux, un segment partiellement visible évidemment pour trouver ce point, ou les cas ambigus, comme ici, donc, les deux points d'intersection, ou les cas ambigus, sans point d'intersection, que le test qu'on a effectué avec l'opération AND et logique n'a pas pu déterminer la visibilité. Donc, par contre, pour un grand nombre de segments, entièrement visibles, entièrement invisibles, on a donc la solution avec cet algorithme, avec ce type de codage, et avec donc les résultats donc, et logiques. Y a-t-il des questions?
Maintenant qu'on a vu donc le fenêtrage du segment, on peut aller voir le fenêtrage des polygones. Donc, les bords de polygones sont des segments de droite, et par conséquent, donc c'est relativement simple de trouver. Donc, fenêtrage rectangulaire de polygone, toujours rectangulaire car fenêtre d'écran, où les régions sur l'écran sont toujours, donc, qui sont des sous-écrans, sont toujours rectangulaires et surtout par rapport à la scène d'origine, ce qui nous intéresse, fenêtrage, même si c'est en 3D, ici on parle en 2D, par rapport aux fenêtres d'écran, qui est effectivement le rétro. Bon, alors, comment on peut le faire ici? C'est la projection par un polygone 3D bon, sur le plan de l'écran, on peut le considérer comme ça. Bon, ici, il faut décomposer la partie visible du polygone à l'intérieur de fenêtre en deux triangles. Donc ça revient à la décomposition d'un polygone concave. Et ici, dans le cas de polygone convexe, pour la partie visible, il faut ajouter de nouveaux côtés. Vous voyez, on ajoute le nouveau côté. On n'avait pas dans le polygone initial. Bon, ça veut dire qu'il faut décomposer le polygone et ajouter de nouveaux côtés selon le cas. Bon, comme on peut voir ici. Alors, comment on va procéder? Donc, c'est l'algorithme de Sutherland et Hodgman de 1974. Alors, si vous vous rappelez toujours de l'introduction qu'on avait vue il y a quelque temps, je dis, c'est Ivo Sutherland, je dis, on va le voir dans le cas d'un algorithme de fenêtrage. C'est celui qui travaillait dans le cadre de sa thèse et donc, sur le premier système graphique interactif par IBM. Vous vous rappelez, bon, c'est co-auteur de cet algorithme. Alors, quel est le principe de l'algorithme? C'est très simple. On va couper le polygone successivement par rapport à chaque côté de la fenêtre. Et à chaque fois, on va obtenir un ou plusieurs nouveaux polygones suivant qu'il s'agit de polygone convexe, ça sera un nouveau polygone, ou concave, on peut avoir plusieurs polygones, donc c'est la décomposition. Et après, on va répéter la même opération, la même procédure, pour les autres côtés. Donc, on va prendre un exemple. Fenêtre rectangulaire avec ses quatre côtés, un polygone convexe. D'abord, on fait fenêtrage par rapport au bord supérieur. C'est ce qu'on obtient. Donc, on va ajouter un nouveau côté. Après, on le fait deuxième temps par rapport au bord de polygone qui est à droite. On va prendre le résultat précédent, on fait nouveau fenêtrage, on va avoir un nouveau bord. Et c'est le résultat final, car par rapport aux deux autres bords, il n'y aura pas de changement. C'est situé de bon côté. Donc, on va voir cet algorithme. Y a-t-il des questions? Bon, alors, je dis souvent, un polygone est défini par une suite de ses sommets consécutifs. D'habitude, ces sommets sont donnés dans l'ordre trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles de montre. Entre deux sommets consécutifs, nous avons un bord. Donc, si S indice I est le sommet courant, nous avons un bord entre SI et S indice I plus 1. Par exemple, si I égale A, entre le premier et le deuxième. Donc, on considère deux sommets consécutifs pour définir un bord de polygone. Donc, I varie entre 1 à N si nous avons un sommet pour polygone. Si I égale N,
si on est sur le dernier sommet, alors il n'y a pas de sommet suivant. Par contre, pour définir le bord est entre le dernier sommet et le premier sommet. Donc, I plus 1 est remplacé par 1 si I, le numéro de sommet, est égal à 1, pour avoir le bord entre le dernier et le premier sommet, donc le polygone. Donc ça, on peut déterminer donc tous les sommets de tous les bords de polygone à partir de la liste des sommets consécutifs. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des ambiguïtés. Bon, on considère donc une fenêtre, A, B, C, D en majuscule, un polygone, donc A, B, C, D, E, F. Ici, un polygone, bon, c'est un polygone concave. Quand le polygone concave, quand même, c'est rare. Mais bon, on le considère dans le cas général. Donc, on a dit qu'on va considérer la fenêtre par rapport à chaque, le polygone par rapport à chaque côté de la fenêtre. Alors, 4 cas sont possibles, on va voir sur le schéma, par rapport à chaque fois côté courant de la fenêtre. Alors, les cas sont numérotés de 1 à 4, donc les numéros indiquent, voilà, c'est différents cas. Cas numéro 1, nous avons 2 sommets consécutifs, ici et ici plus A. Par exemple, A et B ici. Situés du bon côté. Donc, on peut continuer après, on peut continuer avec cette fois-ci le bord suivant qui est entre SI plus A et SI plus 2. Après, deuxième cas, c'est SI et SI plus A ne sont pas de bon côté. Donc, comme ici, SI et SI plus A ne sont pas de bon côté par rapport effectivement à CD, comme vous pouvez voir. On ne va pas changer, donc le sommet suivant qui est E. Troisième cas, donc, troisième cas, SI est du bon côté, SI plus A ne l'est pas. Donc ici, c'est le cas numéro 3, SI le sommet courant est de bon côté, et SI plus A n'est pas de bon côté. Donc, par rapport, voilà ici, par rapport à la Terre, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut calculer le point d'intersection ici, qui est entre SI et SI plus A, et le côté courant de la fenêtre, ici c'est... on était dans le cas numéro 3, donc entre SI, E, SI plus A, et le côté courant de la fenêtre AB, c'est ce point I3. Et charger effectivement à la place de F, charger au point. Le quatrième cas, donc on a plusieurs quatrièmes cas, 2 fois quatrième cas, ici, on va prendre celui-là. Cette fois-ci, SID n'est pas du bon côté, mais SI plus AE est du bon côté. C'est pareil qu'au dernier cas. On va calculer l'intersection entre D et ici et pour CD. Et pour IDO, on va changer IDO et SI plus A qui est dans la liste. Bon, donc, ça c'est la méthode. Maintenant, on va le voir, l'algorithme, et comment effectivement on le fait. Y a-t-il de questions, donc, sur ces 4 cas? Bon, maintenant, on va utiliser ces propriétés, ces 4 cas, pour faire l'exemple, c'est le même polygone, dans le cas de même fenêtre, mais dans l'ordre, on va prendre les bords de polygone
l'un après l'autre, comme on l'avait dit ici dans l'algorithme. On va prendre un côté, après on va passer à l'autre côté. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions sur ces 4 cas, on va continuer. Alors, donc, la fenêtre ABCD, le polygone ABCDEF, donc c'est le même polygone qu'avant. On commence avec AB, bord supérieur, comme le bord courant. Alors, par rapport à AB, tout est situé de bon côté. Donc, pas de modification, c'est-à-dire on va garder la liste initiale de sommets sans aucune modification. Après cette étape, on va avoir à nouveau A, B, C, D, E, F comme la liste des sommets de polygone. Après, on va passer donc côté BC. Par rapport à BC, tout est aussi situé de bon côté. Donc, on est toujours dans ce cas-là, premier cas, tout est bon côté, en chargeant le sommet. Donc, on n'aura aucune modification par rapport au nombre de sommets, à la liste des sommets, donc initiale. On trouvera A, B, C, D, E, F. Après, on va considérer donc le bord CD. Alors ici, on va voir que voilà, BC, qui est un bord de polygone par rapport CD, qui est le bord de la fenêtre, on a le cas numéro 3. Cas numéro 3, rappelez-vous, SI. Donc, le sommet courant est de bon côté, SI plus 1 ne l'est pas. On va calculer l'intersection entre SI et SI plus 1 et le côté courant de la fenêtre. On va charger point d'intersection. Donc, c'est ce qu'on fait. On calcule l'intersection entre BC et CD. C'est le point IA. D'accord? Bon. Et toujours, par rapport, toujours à CD, si on considère aussi, bon, on voit que le bord CD de polygone est d'un côté de bord CD de la fenêtre. Donc, ici, on est dans le cas numéro 4. Le sommet D n'est pas du bon côté, le sommet O est du bon côté. Bon, pareil, il faut calculer l'intersection, le point qui est I2. Bon, à la fin de cette étape par rapport au bord CD, on va avoir comme liste de sommets A, B, IA à la place de C, I2 à la place de D, E, F. Donc, c'est-à-dire, ce polygone-là, on a enlevé la partie qui est en dehors de la fenêtre. Bon. Et finalement, par rapport à AD, ici, bon, on a le cas numéro 3. Donc, le sommet courant à l'intérieur, sommet suivant à l'extérieur. Le cas numéro 4 qui était l'inverse. Sommet courant à l'extérieur, sommet suivant à l'intérieur. Dans les deux cas, comme on l'avait vu ici, il faut calculer les points d'intersection. Donc, entre EF et AB, AD, point d'intersection I3. Entre FA et AD, le point d'intersection I4. Donc, on va charger I3 et I4. Et à la fin de cette étape, on va avoir comme la liste de sommets de polygone A, B, I1, I2, E, I3, I4. Et effectivement, c'est le résultat et c'est la partie visible du polygone de départ à l'intérieur de la fenêtre, comme on peut voir ici. Y a-t-il des questions?
Bon, et pour effectivement, donc, rapidement situer la situation, on peut utiliser la méthode qu'on avait pour de ces fois. Par exemple, la méthode précédente dira que ça c'est entièrement visible, et ça c'est entièrement invisible, et ça c'est partiellement visible. Donc, ce qui nous permet donc effectivement de trouver rapidement le point d'intersection. Bon, alors, il y aura un peu de décalage entre cours et TD, au moins au départ. Donc, où vous en êtes actuellement côté TD? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez fait en TD? Bon, vous pouvez activer votre microphone au lieu d'écrire, ça serait plus rapide. Et j'ai vu remplissage de polygone. Bon. Et vous n'avez pas encore fait donc des TD sur les transformations géométriques? Non, on n'a pas encore commencé. Donc, je pense que vous allez le faire. Et vous ne l'avez pas encore vu en moteur 3D? Je ne sais pas si vous avez un délégué, parce que c'est plus simple que voilà, le délégué active son microphone et répondre. Est-ce que vous avez déjà voilà, élu un délégué? Si c'est le cas, est-ce qu'il pourra activer son microphone? Alors, je vais nous... On n'a pas de délégué, vous écoutez, donc vous allez avoir bientôt. Votre trader, on a vu pour. Je dis qu'on verra ce détail. On clique. OK, d'accord. Bon, alors, je pense que c'est obligatoire d'avoir un délégué. Donc, quand vous avez désigné votre délégué, vous m'informez, comme ça, voilà. La communication sera plus simple. Bon, écoutez, donc, si jamais il y a donc des problèmes pour notamment synchronisation entre le cours et TD, vous me signalez. S'il y a des problèmes entre la synchronisation de TD et TP, vous signalez au responsable de TD. En charge de synchronisation de TD et TP, parce qu'il faut faire de telle sorte, même si l'emploi du temps est complexe des fois, qu'il n'y ait pas trop de décalage entre ce que vous avez vu en cours et TD, après ce que vous avez vu en TD et TP. Donc, moi, je suis en contact avec l'enseignant de TD, je suis plus ou moins au courant, et après c'est lui qui va faire donc le lien avec l'enseignant de TP, pour que les choses ne soient pas asynchrones dans des ordres où, disons, voilà, avec un décalage trop important par rapport. Bon, y a-t-il de questions? Alors, on va faire une pause de 15 minutes et on va reprendre donc pour, avec un autre lien pour le traitement d'image.